Bonjour Kevin. Bonjour Sandre. Du coup, on t'interviewe aujourd'hui parce que t'es un ami à la base Mhm. d'une amie, une très bonne amie. Et je me suis dit que c'était très intéressant parce que tu avais un métier particulier. Mhm. Et je me suis dit que ça pouvait intéresser du coup la communauté. Donc si tu peux nous parler un petit peu de toi, de ce que tu fais, ça serait cool. D'accord, ça marche. Bah écoute, moi je m'appelle Kevin Marx, je suis modélisateur 3D et je suis le président et seul employé de la SAS Lloyd 3D Project qui fait de la modélisation 3D. Et à la base, j'ai été plongé dans ce milieu-là par mon frère qui lui était sculpteur. Lui à la base il travaillait en tradition et puis ensuite il est passé au numérique pour des Quand tu sociétés veux de dire juste jeux. tradition, ça veut dire qu'il travaillait Ouais, il avec la travaillait avec de matière l'argile de ou de la l'argile. plastiline, il me semble, ou de la résine, je crois. Ok. Et donc pour la fabrication de miniatures pour le jeu de plateau. Et, euh, et voilà, du coup je suis rentré là-dedans parce que il avait du taf et que moi j'avais envie. Après, moi j'ai eu beaucoup de chance, c'est que je suis né dans une famille où mon père est sculpteur, il travaille l'argile. Et il a fait des bronzes, et donc pour des sculptures monumentales ou pas d'ailleurs, pour des particuliers ou bien pour des villes. Donc déjà j'ai baigné dans le milieu de la sculpture assez jeune. Et mon frère, lui, à côté de ça, je le savais depuis déjà tout petit, il a fondé la société Racam, il y a pas mal d'années de ça, qui était un concurrent direct de Warhammer. Donc Ton frère? mon frère. Ok, Il a d'accord. fondé la société Racam, qui a créé le jeu Confrontation, qui maintenant est peut-être un peu moins connu, mais il y a toujours un noyau dur de joueurs qui existe et qui continue à faire du jeu de plateau avec les miniatures qui ont été sculptées il y a des années de ça, quand les figurines étaient encore en plomb. Donc voilà. Et du coup, t'es rentré là-dedans, t'y connaissais rien du tout? Tu Rien connaissais du rien tout. du tout en sculpture, rien du tout en dessin, en... Alors moi j'ai fait de mon côté, après un bac scientifique, je me suis dirigé vers des écoles artistiques. Donc j'ai fait une prépa en arts plastiques à Paris, à côté des Beaux-Arts. Du coup j'ai pu cette année-là préparer les concours pour les grandes écoles d'art, qui finalement s'est avéré n'était pas quelque chose, un cursus qui me convenait parce que je voulais faire du professorat. Je voulais devenir enseignant en sculpture ou autre, parce qu'en fait j'ai découvert tout un pan, j'ai découvert les installations, euh, les happenings, tout ça, enfin, toutes les formes d'art que je connaissais pas. Et moi je connaissais vraiment que la sculpture parce que j'avais vu mon père pendant des années, toute ma vie, modeler de l'argile et ou de la sculpture sur pierre. Euh, ah oui, si, petit background. J'ai fait pas mal quand même de sculpture sur pierre depuis l'âge de 10 ans. Ah oui, J'ai fait de sur la taille pierre en directe, plus. ouais. D'accord. J'ai fait de la taille directe, mais ce qui a du coup rien à voir avec les autres formes de sculpture qu'on peut pratiquer, puisque c'est de la sculpture par réduction, c'est-à-dire qu'on a un bloc, puis jusqu'à arriver à une forme, et donc c'est particulier quand même. Mais Tu peux pas te tromper, quoi. tu peux te tromper dans une certaine mesure, mais il faut que tu arrives à te dire, je me suis trompé, c'est pas grave, c'est un accident. Et pareil, j'ai eu du coup avec la prépa en art plastique et plus tard la fac d'art que j'ai fait à Saint-Étienne, donc ici, euh, une pratique qui était basée autour du dessin au feutre. Et donc pas d'erreur. Ou alors s'il y a erreur, c'est pas grave, ça fait partie du truc. Accepté. Mm. Donc voilà, c'est un peu particulier. Par contre, mon rapport au dessin, lui, est très distant. Tant j'ai une visualisation en 3 dimensions qui fonctionne très bien là-dedans, tant la 2D, pour moi, c'est compliqué en fait. Tant voilà, il y a des gens qui arrivent très bien naturellement à dessiner, justement, on en parlait, poser des aplombs, dessiner, savoir faire des contours, tout ça. Moi, quand je faisais des dessins, en permanence, la composition de l'image était dégueulasse, et même l'échelle, aussi, ça rentre dans le cadre de la composition, mais sur une feuille qui fait cette taille, je te faisais un modèle qui faisait cette taille, donc il reste encore plein de blanc tout autour, et puis c'était mal cadré, c'était mal... Voilà, j'ai un rapport au dessin qui est lointain. T'avais du mal en fait à gérer l'espace 2D, enfin la Ouais, transformation d'un espace 3D dans un espace 2D qui est la feuille de papier en c'est fait. ça. C'est ça. Parce que, mine de rien, c'est bête, c'est naturel, mais si tu prends de l'argile, d'autant plus dans la taille sur pierre. Dans la taille sur pierre, tu as un espace de travail de base, et tu peux faire que réduire.
Donc t'as pas à utiliser un espace, qui est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer pour le dessin, mais pour la sculpture, tu t'en fiches. Et pareil pour l'argile, si tu montes ta pièce, à la fin elle fait la taille qu'elle fait, et à toi de cadrer ta photo, mais techniquement tu travailles dans aucun cadre. D'accord. Donc voilà, c'est des contraintes que j'avais pas. Donc ouais, j'ai fait une prépa en art plastique dans Paris, ce qui m'a permis du coup de faire aussi, d'être proche de l'école des Beaux-Arts, qui a des cours magistraux d'anatomie surtout, puisque moi du coup le temps que j'avais de libre, c'était le mercredi après-midi, j'avais une partie de la journée qui était libre, et je filais directement à 150 mètres aux Beaux-Arts pour aller suivre les cours d'anatomie qui étaient comme ça. Pour le boulot que je fais en ce moment, j'ai dû faire... et du coup, j'ai été regarder le film avec mais juste des images, des plans fixes. La personne qui m'emploie m'a envoyé des screenshots de ce qui l'intéressait comme pose. Voilà, un petit portfolio d'images. Et moi, à partir de ça, souvent à partir d'une vue, du coup, d'un artwork, il faut que j'arrive à recréer la pièce. Et ça, c'est quelque chose qui, chez moi, se fait très facilement. C'est-à-dire que si je vois qu'il y a une réduction au niveau du genou, au niveau de la jambe, ça veut dire que la jambe est dans telle position. J'ai pas de difficulté à me représenter en 3 dimensions la pose d'un personnage qui est représenté en 2D. Sous réserve, par contre, que le dit artwork soit bien construit, soit introduit. Et tu dois aussi avoir pas mal, du coup, j'imagine, de contraintes techniques, parce qu'au vu de la taille, parce que les figurines Warhammer, c'est bon, les petites, je connais pas grand chose en Warhammer, mais pour moi, la taille des figurines classiques 3,2 cm. Voilà, je dirais c'est à peu près cette taille-là. Ouais. Donc évidemment, j'imagine que si on doit avoir un personnage comme nous, avec des vraies proportions, on aurait vraiment des choses très très fines en fait. Exact. Et c'est donc pour ça on est obligé de grossir certaines parties. Ouais. En fait, on a des... comment on appelle ça déjà? Des canons. C'est-à-dire que le canon de Vinci, par exemple, ne fonctionne pas pour la miniature. Avoir un corps qui fait 7 têtes et demie, ça ne marche pas. On est obligé de faire des corps. Alors, soit, moi j'aime bien le format, c'est un canon comment on appelle ça, de comics, de super-héros, où le corps fait 8 têtes et demie. Déjà, ça c'est un truc... donc encore plus grand. Encore plus grand, voilà. Et puis en largeur, c'est pareil. Au lieu de faire 3 têtes, puisque à peu près en moyenne, l'être humain normal fait, il me semble bien, une tête de largeur, et puis tu peux les transposer de côté, donc ça fait 3 têtes de largeur. Et là, non. Ça va être un petit peu transformé. Alors, je ne saurais plus te dire exactement les proportions, mais c'est bien d'avoir des corps de super-héros comme base. Donc c'est pour ça, moi, souvent, quand je vais faire des figurines de personnages d'Heroic Fantasy et tout ça, évidemment, ils ont l'air super bif, quoi. Mais parce que quand il y a des contraintes techniques, c'est-à-dire une fois la modélisation passée, il faut penser que derrière, on a un moulage qui va faire perdre de la texture. Puis, à partir de ce moulage, donc la confection du moule en acier et tout ça, et ensuite, moi je travaille énormément avec des gens qui font de la production de plastique en injection, on appelle ça, où du coup, on va injecter du plastique à l'intérieur du moule. Et il y a encore une perte de détail, et tout cumulé, tu oscilles entre 3% et 7%, donc ça fait une moyenne de 5%, de perte de matière. Donc ça veut dire que quand tu sculptes, tu vas faire légèrement ton modèle légèrement plus gros. Ouais, je vais le faire plus gros, je vais accentuer les détails, surtout les beaucoup plus petits. Il faut en fait en permanence faire un dézoom de la figurine, la balancer pour qu'elle fasse cette taille sur l'écran et se dire ouais, ça se voit, ça passe. Prendre du recul. Ouais. Toujours un truc que j'ai en dessin 2D, donc clairement en 3D on aura le même problème. Ouais. Encore plus à cause des contraintes techniques. Okay. C'est ça. Là du coup c'est pour des contraintes techniques. Et puis même parfois, juste pour avoir une idée du ratio de ce que ça va rendre à une échelle plus petite. Et c'est pas toujours évident. Et du coup quand on regarde l'image, quand la figurine fait cette taille sur ton écran, ou même que tu zoomes davantage, évidemment, tout a l'air hors de proportion et tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui se voit notamment chez Warhammer, où les personnages ont des jambes. Alors moi, c'est un style que je n'aime pas, parce qu'eux, ils ont emprunté ce style-là, où ils ont exacerbé tous les traits grossiers
de, euh, de construction d'un personnage, et où du coup ils ont des pieds énormes, des mains énormes, des épaules très larges, avec une tête qui a l'air très petite du coup par rapport au reste du corps, mais qui quand même, quand tu regardes le personnage, c'est une tête énorme par rapport à la hauteur qu'il fait. Ils sont très écrasés, ils sont Très nain, trapus. Ouais. Est-ce que du coup tu peux nous parler un petit peu de le logiciel que tu utilises Mhm. par exemple et comment ça fonctionne? Quelle est peut-être la différence aussi entre le traditionnel, si tu en as fait un petit peu du coup, et du numérique par exemple? Alors, le logiciel que j'utilise, c'est ZBrush. C'est le plus classique, apparemment, m'a-t-on dit, parce que c'est aussi peut-être un des plus abordables de tous les logiciels de sculpting. C'est-à-dire que sa fonction première, c'est de sculpter. Parce qu'il y a des logiciels de 3D qui vont permettre de faire de l'usinage, de faire de la pièce mécanique. Technique, voilà. Technique. Très, voilà. Et où du coup, tu vas travailler à partir de profils, par exemple. C'est-à-dire que tu vas d'abord dessiner ton objet industriel, en général, type un boulon, n'importe quoi, avec des vecteurs. Et ensuite, tu vas définir l'épaisseur de ton dessin, et donc l'objet va prendre, bah voilà, j'ai fait un cercle, et je vais faire en sorte qu'il fasse 3 mm d'épaisseur, et donc tu fais que rentrer des données, entre guillemets. C'est presque, c'est très mathématique, très... ZBrush, c'est sculpting. Et justement, ça devient très embêtant quand on te demande de faire quelque chose de très technique, parce que oui, tu peux obtenir un résultat très très proche de la perfection, mais ce sera toujours de l'approximation, parce que ta mèche est peut-être pas aussi propre, peut-être pas... on peut en faire, hein, c'est du hard surface, mais c'est pas fait pour ça à la base. Ça tend à le devenir. ZBrush, là, dans les dernières années, a commencé à mettre en place des nouveaux process internes au logiciel qui facilitent ce genre de choses. Mais c'est pas la base de l'utilisation. C'est pas un logiciel de modélisation au final, c'est plus un logiciel de sculpture. Moi, je fais pas de différence du coup entre modélisation parce que pour moi, et sculpture. modélisation, ça va être plus, par exemple, tu veux modéliser un building, tu vois, une ville ou un truc comme ça. Tu vas plutôt justement avoir tendance à faire un carré, tu vas extruder, tu vas tirer pour créer ton bâtiment. Là où, moi, tel que je le présente auprès des élèves parfois qui me posent des questions sur ZBrush, c'est que je dis souvent que ZBrush est beaucoup plus organique. On a vraiment cette impression d'avoir une boule de terre glaise qu'on va tirer, modeler comme on veut. Parce que c'est vrai qu'au début, c'est un peu compliqué pour les gens de comprendre comment est-ce qu'on peut sculpter alors qu'on n'a rien en fait. Est-ce que tu utilises une souris? Est-ce que tu utilises une tablette graphique? Comment ça fonctionne, tu vois? Alors, pour l'aspect technique de ZBrush, je suspecte qu'ils ont appelé ZBrush parce que tu as évidemment pour la 3D 3 axes. Donc le X, le Y, autour desquels tu vas pouvoir tourner justement parce qu'il y a un axe Z et que c'est celui sur lequel tu influes. C'est-à-dire que tu as un objet de base avec lequel tu peux travailler, donc effectivement une boule par exemple. Alors du coup, pour rentrer dans la technique de la chose, c'est-à-dire que tout est composé de polygones suivant différents agencements, c'est-à-dire que tu peux avoir une sphère avec deux pôles dessus, depuis lesquels partent des méridiens, comme la Terre, comme découpée en méridiens et en tropiques. Là, il faut imaginer donc que la sphère est recouverte de plus ou moins de géométrie, donc c'est-à-dire que tu peux avoir une presque sphère faite de 50 polygones, comme tu peux en avoir une à 4 millions, 20 millions de polygones si ça te fait plaisir, mais là c'est bien compliqué, pour avoir une mèche qui est de plus en plus, on appelle ça la mèche du coup, tout l'enchevêtrement de polygones, qui est de plus en plus serré et donc de plus en plus détaillé, puisque tu réduis le nombre de polygones. Tu augmentes le nombre de polygones, mais du coup tu réduis le bruit. Pas le bruit, pardon, tu réduis on va dire la fragmentation d'un angle. Je sais pas comment le... Alors, l'exemple que tu peux donner peut-être, c'est ces histoires de les vieux jeux rétro, tu vois. Ouais, c'est ça. Les vieux personnages rétro, les vieux Mario, etc. On voit toujours un personnage avec... par exemple, le meilleur exemple, je trouve, c'est Lara Croft. Lara Croft, la fameuse poitrine de Lara Croft. On va parler de la poitrine de Lara Croft, qui est très angulaire, parce que c'est des polygones, justement, et donc tu vois les vertex, donc c'est les droites qui sont créées, en fait, pour faire le modèle 3D. Et si tu regardes, du coup, je mettrai peut-être une image, sera peut-être plus simple, plus parlante de la poitrine de Lara Croft. Donc la poitrine de Lara Croft dans les années 90. Non, on va vraiment, la différence. Et puis, plus tu augmentes la résolution, et évidemment, c'est-à-dire que si tu as un carré à la base, enfin pas un carré, si tu veux représenter un rond avec un carré, effectivement, au début tu fais un carré, puis tu crées un nouveau point, donc une nouvelle
une nouvelle vertèce, et du coup, là après, tu obtiens du coup un pentagone, c'est déjà un peu plus rond, puis tu coupes encore, ça fait un hexagone, puis tu coupes encore, tu rajoutes des points, et puis au final, ouais, effectivement, tu te rapproches progressivement d'un rond. D'une surface qui est plus lisse. Ouais. Ça me rappelle un peu un exercice de comment dessiner à main levée un, un cercle parfait, et l'exercice consiste à simplement faire des lignes droites, juste comme ça, donc, et à faire tourner la feuille. Et du coup, tu places tes lignes droites, et au bout d'un moment, eh ben, cet enchevêtrement, tu te retrouves avec plein de lignes, comme ça, qui viennent toutes les unes autour des autres. Et si tu continues à les faire serrer, au final, tu te rends compte qu'au centre finit par apparaître un rond blanc. Et là, c'est le même principe avec du coup les polys, c'est-à-dire que plus tu rajoutes de lignes, plus ta silhouette est arrondie. C'est un peu la logique du truc. Et donc ZBrush permet de te projeter, en fait, il t'envoie en permanence une modélisation en 2D, du coup, puisque c'est un rendu 2D, ça n'est pas vraiment de la 3D. Ton écran est 2D de toute façon. Voilà. Donc une simulation 3D en 2D d'un objet, et où du coup tu vas pouvoir travailler sur l'axe Z, c'est-à-dire tu vas voir sur la profondeur. Donc tout bête, tu vas pouvoir soit rentrer dans la matière, soit à l'inverse, du coup sur une même brosse, et du coup tirer la matière. Et après, ZBrush fonctionne avec un système de brosse où tu vas avoir une brosse de déplacement, par exemple, qui permet, moi par exemple sur la confection d'un Cara Design ou d'un personnage, de prendre une boule à la base, d'utiliser le tool Move, il s'appelle, donc qui permet de déplacer, de prendre une zone et de tirer un menton directement. Et ensuite, avec un travail en symétrie, puisque tu peux dédoubler ton curseur suivant l'axe, soit X, soit Y, soit Z, et ensuite de venir tirer une partie pour former le bas de la mâchoire. Et du coup, je me retrouve très rapidement avec un œuf et une mâchoire dessinée. Et donc, dans ce genre de cas, tu utilises quoi? Une tablette graphique ou une souris? Alors, niveau matériaux, quand j'ai commencé, j'ai travaillé avec une souris. Quand mon frangin essayait de me convaincre de venir, il fallait aussi que je le convainque moi, que j'avais le matos pour... Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Mais du coup, je me suis formé tout seul à ZBrush, avec l'aide de YouTube. YouTube, c'est bien. Il y a plein de choses sur YouTube. Faites des bonnes recherches sur YouTube. Et j'ai regardé énormément de vidéos. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de contenu en français pour ZBrush. Et il y en a, mais c'est pas ouf. Ça va pas très loin. Ou je trouve pas que ce soit de si bonne qualité que ce que j'ai pu regarder en anglais. Et donc je me suis formé tout seul. Je n'ai fait que ça pendant 3 mois. Tu apprends que tu peux tout faire. C'est rigolo parce que je vois totalement ce que tu veux dire sur l'aspect die and retry, parce que pareil, j'ai fait le même parcours que toi dans le sens où j'ai commencé à me passionner pour ZBrush à un moment donné, parce que tout le monde m'en parlait et que je faisais de la sculpture en terre glaise à l'époque à une école. En tradi. J'aimais bien ça, mais c'est vrai que c'était sur des gros formats, à l'échelle 1, on essayait la plupart du temps. C'est quand même fatigant parce que la matière était relativement froide. Et que au bout d'un moment, t'as vraiment mal. T'es debout constamment et t'as mal en fait. Tu vois. Et en bossant sur ZBrush, j'ai voulu travailler mon anatomie justement parce que l'anatomie pour moi c'est plus facile de la comprendre dans son ensemble et dans le volume justement et pas juste en 2D. Donc j'ai travaillé mon anatomie là-dessus, mais en même temps j'ai dû apprendre le logiciel. Et comme toi, j'ai fait exactement le même processus, à chercher des vidéos sur YouTube, à relancer le logiciel, à essayer de faire les deux en parallèle comme ça. Et quand tu parles justement de couper, de rediviser pour avoir deux subtools séparés, puis après de les reboucher, en fait il y a toujours la contrainte technique qui revient, mais en même temps c'est assez, en tout cas pour moi ça a été assez challengeant pour qu'à chaque fois ça relance mon intérêt. Mais par contre c'est vrai que pour les personnes qui sont peut-être pas trop habituées à utiliser les logiciels où tu vas triturer, bidouiller, tester des trucs, c'est quand même un logiciel qui est quand même relativement complexe je trouve. Ouais. Enfin, si on compare déjà Photoshop. à Photoshop. Ouais, Photoshop pour moi est beaucoup plus simple du coup que ZBrush. Parce que je le connais en fait. Ouais, simplement, je suspecte que c'est parce que tu le connais. Mais ZBrush, moi j'en utilise. Franchement, si j'utilise 5% de ZBrush pour arriver à mes fins, je crois que c'est déjà assez ouf. C'est-à-dire que je vois tous les onglets. Je les vois et quand je vais utiliser
par exemple, un type de déformation que j'aime bien pour une mèche, par exemple la gonfler un peu pour lui faire prendre du volume, ben, je vois toutes les autres propositions de déformation dont je ne me sers jamais. Va vivre ailleurs. Non, mais je peux venir. Non, tu peux venir. Elle peut venir. Bon, Bah d'accord, oui. très bien. On Tu aime fais bien les partie. petits chats Bienvenue sur sur cette chaîne. YouTube. Oh. À tes souhaits. Et ah mince, je me rends compte que j'ai pas du tout répondu à ta question d'avant sur le matériel. Sur le matériel, c'est Ouais. vrai. Ok. Fini là-dessus. Mais hein, ouais, du sur le coup, matériel. j'utilise pas 5% du logiciel. Ouais, Je puis, suspecte. On peut aussi faire plusieurs choses avec différents outils, j'ai l'impression. Avec Ouais, en fait, il y a toujours des moyens détournés d'arriver. En fait, je suis sûr que si je maîtrisais à 100% le logiciel de ZBrush, le travail que je fais, je pourrais le faire en moitié moins de temps que ce que ça me prend. Et donc, juste pour, au cas où, si certaines personnes ont du mal à se figurer le truc, en termes du coup de profondeur, quand tu veux aller plus loin, tu dois appuyer plus fort sur ta tablette graphique, parce qu'il y a des niveaux de pression évidemment sur ta tablette graphique. Et ça, après, c'est quelque chose qui, sur ZBrush, peut se régler la sensibilité on va dire, l'intake d'informations que tu apportes à la pression de la palette graphique. C'est quelque chose que tu peux régler dans ZBrush. Et en gros, c'est pour ça que quand j'ai commencé à travailler avec la souris, mon frère était très content de ce que j'avais fait, parce qu'il m'a dit, en gros, travailler avec une souris dans ZBrush, c'est comme travailler avec une brique sur de l'argile. Vraiment, à la place de la main. Voilà. Et alors que la palette graphique, ce serait avoir un couteau ou avoir un tool en bois, un outil en bois plus précis. Et tout ça, là, c'est vraiment, c'est mieux. C'est mieux. Après, c'est pas impossible de le faire avec une souris. Je veux dire, j'étais à fond dans Witcher 3 au moment où je me suis mis à ZBrush. Et je me suis dit, bah tiens, je vais modéliser un personnage. Et faisons Yennefer de Vengerberg. Et je l'ai fait avec une souris. Parce que justement, tu peux régler la sensibilité de ton clic de souris. Oui, car un clic, c'est juste on-off. C'est je clique ou je clique pas. Ouais, il n'y a pas de niveau de pression. C'est ça. Principe. Et du coup, ce que tu fais, c'est que au lieu de défaire, on va dire, de réguler la pression que tu mets sur la palette, et ben là, du coup, ce que tu fais, c'est que dans le logiciel, tu dis, quand je clique, ça a une incidence de temps de sensibilité sur 100. Voilà. Ouais. Donc voilà, du coup, ça implique, avec une souris, de travailler bien plus avec des barres de modification dans ZBrush. Donc c'est du temps en plus, mais pas beaucoup. La différence, encore une fois, de Photoshop, qui est très visuel et très ok, tout de suite tu vois le résultat en 2D. Ouais. Quand tu bosses sur ZBrush, c'est vraiment le ressenti que t'en as, même si on est d'accord qu'on est sur de la tablette graphique et du pas palpable, on ressent en fait l'incidence des outils en fait sur la matière directement. C'est ça, mais après c'est vrai que c'est un peu bizarre, parce que moi qui suis habitué justement au traditionnel, où tu peux venir ajouter de la matière par... Là, c'est pas tout à fait le cas. En fait, c'est vraiment déplacer la surface, t'es obligé d'extruder, et ensuite, si tu... Ouais, c'est une expérience qui est unique dans le sculpte. Vraiment, c'est ni de la sculpture sur argile, ni de la sculpture sur pierre, évidemment, parce que c'est pas du retrait. C'est vraiment une expérience pour sculpter qui est totalement haute. C'est-à-dire que quand je te dis que tu as plusieurs subtools, où tu vas avoir du coup le torse, la tête, tout ça, machin, pareil, tu peux faire du rigging d'un personnage, chose que tu peux faire en argile, mais tu vas être obligé de casser ta sculpture à différents endroits. Là, elle est déjà cassée. Est-ce que tu peux expliquer le rigging du coup ? Ouais, le rigging, c'est comment inclure dans une figurine un squelette amovible, qui fait que tu vas dire que tu as un squelette, un homme bâton, avec des articulations, des boules. Un bonhomme César, des boules. par exemple. Ouais, un homme César, exactement, l'Océdar, pardon. Que tu vas implanter, on va dire, à l'intérieur de ta... Bon, pas vraiment, parce que du coup, il n'existera pas en réel si jamais tu imprimes ta figurine à la fin, et tu n'auras pas à l'intérieur un squelette, machin. Sauf si tu veux, c'est faisable. Mais ça ne sera pas le cas, c'est juste un outil de déformation. Et où du coup tu vas définir que là il y a une bouboule, là il y a une bouboule, là il y a une bouboule, entre il y a des rayons qui quand tu vas déplacer cette bouboule là, au bout d'un moment, si tu continues à tourner, ça va déplacer celle-là, et donc tu peux vraiment prendre la position que tu veux à ta figurine. Et donc voilà, le rigging, c'est le truc qu'on utilise par exemple dans l'animation 3D, je pense.
Et c'est d'ailleurs pour ça, juste pour que ça connecte chez vous au cas où, c'est les T-poses, les personnages en T, là. Ouais. On voit souvent des personnages en T, c'est justement parce que c'est la manière la C'est plus la simple bonne façon de de positionner poser un son rig. rig. Voilà, C'est ça. et ensuite, on peut bouger les personnages comme on veut. À ce Ouais. moment-là, ouais. Voilà, ça dépend de ce que ton produit fini est. En fait, c'est-à-dire que il y a plein de chemins pour arriver à une même destination. Il y a des chemins plus simples, que tu devrais utiliser. Mais si ton chemin à toi te convient et te permet d'obtenir un style à la fin aussi, parce que c'est vrai qu'il y a une question de stylisation, de style. Stylisation, ça marche. Stylisation, ça marche. Moi, en tout cas, ça me convient. Ouais. Ok, ça marche. Stylisation. Qui fonctionne pour toi, ouais, il y a une question de stylisation qui arrive après avoir maîtrisé. Bah, comme on disait avant pour le dessin, pour la peinture, tout ça, l'école des beaux-arts, c'est on fait du vrai, on essaie de faire du bête et méchant, mais une fois que tu maîtrises ça, C'est là que c'est bon. t'amuses. Picasso n'aurait pas fait les peintures qu'il a faites si avant ça, il n'avait pas maîtrisé l'anatomie. Tu regardes ses dessins de quand il avait 19 ans, Et les moi, bons ça me donne dessinateurs, ouais, ça me donne un peu envie de me crever parce que le gars, il n'a pas fait d'école pour ça. C'est juste que. Enfin, si, d'ailleurs, je sais plus s'il a fait il a fait une école. Mais honnêtement, je connais très peu Mais l'œuvre de Picasso. les gens connaissent Picasso pour ses gueules cassées et tout ça. Mais faut voir qu'avant le cubisme, ouais, c'est pas Joel Clodo, quoi. Il sait dessiner. Oui, puis il a toujours dit j'ai passé ma vie à apprendre à dessiner comme un enfant ou quelque chose comme ça. Enfin, Alors ça, moi, du coup, je l'ai interprété, je l'ai appris un peu plus tard en fac d'art plat. Alors ça, c'est pour vous, les gars. C'est que cette interprétation-là de la phrase, en fait, c'est une phrase qui prête à beaucoup d'interprétations. Et je pense que la vérité de la chose, c'est que il a dit, j'ai passé toute ma vie, il m'a fallu toute une vie pour apprendre à dessiner comme un enfant, parce que les enfants ont une capacité à percevoir le monde qui est très frontale, très directe. C'est-à-dire que Picasso, au sortir de la guerre qu'il y a eu en Espagne, je pense à Guernica par exemple, et ben, il va à Guernica, il voit des gens qui sont cassés, qui sont fragmentés. Et plutôt que de se dire je vais faire un radeau de la Méduse avec des gens qui sont au milieu d'un champ, en charpie, tout ça, machin, non, je vais représenter ces gens tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire vivants, mais il y a quelque chose de fondamentalement cassé en eux, ils sont fragmentés. Et du coup, naît logiquement le cubisme. Et en fait, c'est ça la vision d'enfant, c'est-à-dire percevoir le monde comme un enfant. C'est très brut, très simple, très frontal, et ouais, à bien des égards, pareil pour ce qu'on disait tout à l'heure à propos des visages, on a tendance à dessiner des visages qui sont plus grands ou des yeux plus grands. Et ça, c'est un peu une vision d'enfant en fait. C'est une vision très naturelle, très justement détachée du côté très justement réel du dessin, enfin les contraintes d'anatomie et tout ça, machin. C'est-à-dire que c'est complètement détaché de ça, c'est un ressenti. Et ce ressenti-là, qui est très premier, très, très brut, eh ben, c'est quelque chose qu'on a tous en nous, mais qu'on ne sait pas tous percevoir. Et voilà, c'est pareil pour... je pense que Monet, pareil, quand il peignait en petites touches de couleurs, du pointillisme, de petites touches de couleurs, surtout les unes à côté des autres. Enfin, c'est pas pointillisme d'ailleurs, c'est impressionnisme. C'est en impressionnisme, mais du coup ça ressemble à du pointillisme, parce que si tu regardes la touche de Monet, ça ne sont que des couleurs les unes à côté des autres, il n'y a pas de mélange, et en fait, pour lui, peu importe qu'il fasse une pomme, qu'il fasse un personnage, qu'il fasse... c'est pas grave, lui ce qui compte c'est la couleur. Et il a une sensation que si tu mets du jaune et du rouge à côté, et ben quand tu prends du recul, ça fait du orange visuellement. Et pour lui, le monde est divisé en plein de toutes petites particules de couleurs. Et en fait, on s'en fout du modèle, on s'en fout de ce que ça représente. Lui, ce qui compte, c'est la brillance des couleurs, leur agencement les unes à côté des autres. Et son monde à lui, il est éclaté. C'est dramatique en fait. C'est dramatique, son monde à lui est autre. C'est un prisme différent. C'est une perception différente. Et ça, je pense que ça rejoint ce que disait Picasso sur la vision d'enfant. J'aimerais revenir un petit peu sur les contraintes, parce que tu parlais un petit peu de la modélisation dans le jeu vidéo.
J'imagine que la modélisation dans le jeu vidéo est très très différente du coup de la modélisation que tu peux avoir quand tu recherches derrière un objet palpable, Ouais. physique, un imprimante 3D d'ailleurs, c'est de l'impression 3D je crois. Tu peux faire de l'impression 3D L'impression à 3D partir de aussi. ça. Mais du coup, quel est un peu quel est le différent process? Est-ce qu'il y a des choses différentes? Est-ce que c'est quand même proche? Alors, c'est proche. Moi, j'en ai pas fait du jeu vidéo. J'ai regardé des gens qui ont préparé des modèles pour le jeu vidéo. Et en gros, ça part de ce que moi je fais à la base, comme figurine. Euh, Disons que ce que moi je fais en modélisation 3D en sculpture, c'est quelque chose qui peut être utilisé pour le jeu vidéo plus tard, mais ça nécessite beaucoup d'étapes entre ce que moi j'ai fait, qui est en gros la mèche, donc ce qu'on disait tout à l'heure, le niveau de division de la surface du modèle, enfin des surfaces du modèle, puisqu'il y a toujours plusieurs subtools. Moi je fais quelque chose de... Il y a beaucoup de subdivisions. Des choses que le jeu vidéo peut pas prendre en charge. Donc en clair, concrètement, il y a beaucoup de polygones. Il y a trop de polygones. Dans le jeu, on ne peut pas avoir autant de Dans le polygones. jeu, c'est pas possible. Maintenant, ça y est, ça va peut-être être le cas avec Unreal Engine 5, qu'on regardait hier, où ouais, effectivement, à chaque frame, tu as 20 millions de polygones, et c'est cool, parce que tu obtiens une super définition. Mais pour le jeu vidéo dans l'état actuel, parce que là, pour l'instant, c'est assez limité, quand tu as un personnage qui est en permanence à l'écran, pour pouvoir faire un render, un rendu qui est bon, et pour éviter que l'image très saute parce qu'elle est obligée de calculer à chaque fois la position des polygones, et ben on réduit le nombre de polygones par un processus de retopologie. Donc il y a des gens, pour le jeu vidéo, qui prennent des figurines comme celles que je fais, souvent en typose par contre, pas des trucs modelés, pas des sculptures, vraiment de la pose typose, et qui vont s'amuser à aller dessiner des courbes, dire celle-là j'ai envie qu'elle soit marquée, et redessiner une grille qui est bien plus large avec des mailles, puisque ça fonctionne sur un système de mèche, donc de mailles, de maillage, comme un filet de pêcheur, où la maille du coup est bien plus large, ce qui fait que là où moi je vais avoir 150 polis à cet endroit-là, et ben eux vont n'en avoir qu'un seul. Et ça va être un plan droit ici sur la pommette, un plan là sur l'arête du nez, ou deux si on a envie d'avoir un nez busqué. Et ça va donner une esthétique, par exemple, plus tu réduis la taille de ta mèche, plus évidemment les arêtes sont marquées, sont cassées. Et je pense notamment à Sea of Thieves, qui a une DA qui est une direction artistique qui est extrêmement marquée, ça fait un peu cartoon. Oui, c'est très cartoon. C'est très cartoon, et du coup tu vas avoir, il y a peu d'arrondis au final. Et là où il y a des arrondis, au lieu d'avoir une courbe comme ça va être une courbe en 1, 2, 3, 4, 5 vecteurs. Et pour le coup, le cartoon se comprend, enfin la direction artistique de Sea of Thieves se comprend relativement bien parce que c'est un jeu multijoueur, et que quand c'est du multijoueur, il faut que ce soit simple, il faut que ce soit léger. Minecraft. Minecraft, c'est un meilleur exemple, voilà, c'est un cube. Un cube, il y a 6 polys, et ensuite ce qu'on vient inclure sur le cube, c'est juste de la texture. Et la texture, c'est de la 2D, c'est de la fausse 3D, puisque c'est de la simulation de 3D, c'est de l'image qui donne l'impression que. Mais voilà, Minecraft, typiquement, c'est construire un monde avec le minimum de poly. Et c'est ce qui fait que Minecraft, c'est la plus grande carte, je crois, de jeu, puisque c'est de la génération procédurale. Et je crois que ce sont les plus grandes maps qui existent dans le jeu vidéo. Parce que c'est que des cubes. Mais parce que c'est rien. Ça n'est rien à modéliser, et du coup, tu peux aller en haut, tu peux aller en bas, parce que je crois que Minecraft est aussi large et long qu'il n'est haut et bas. Je sais plus combien il y a de niveaux, parce que j'y ai jamais joué, mais j'ai regardé des gens y jouer, et typiquement, ça c'est un monde en très très low res. Donc basse résolution, par rapport à très basse résolution. Les dernières générations qui les AAA ont énormément de polygones. C'est ce qui fait aussi que les différences de direction artistique entre un jeu avec un petit budget, avec un petit scope, petite équipe, qui va plutôt avoir tendance à faire ce qu'on appelle du low poly, c'est ça, low poly, donc avoir peu de polygones, versus les espèces d'énormes prods où justement on a des gens comme toi qui vont du coup
sculpter des trucs avec énormément de polygones, avec beaucoup de détails, voire même c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais du scan du coup de vraies personnes, parce qu'on retrouve de plus en plus d'acteurs dans les jeux vidéo. Tu m'avais donné le terme hier, j'ai déjà oublié. Alors non, on n'utilise pas de photogrammétrie pour la photogrammétrie, ça consiste donc à prendre un objet, à le poser sur un podium et à le prendre en photo plusieurs fois. C'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous avec un portable. Et un logiciel qui se trouve sur internet et qui a deux niveaux de prise de vue, c'est-à-dire qu'il faut faire un cercle complet autour et un autre par le bas. Et grâce à un logiciel de photogrammétrie, il y en a des gratuits. Vous balancez toutes vos photos et le logiciel se charge en quelques heures de remodéliser en 3D assez proche de ce que c'est en vrai, mais avec beaucoup de polygones. Hein. On parle de figurines qui ont, de sculptes qui ont 2, 3, 4 millions de polygones de l'objet que vous avez pris en photo. Et on peut contrebalancer ça avec d'autres techniques, je pense notamment à la texture animée. Moi, l'exemple que j'ai toujours en tête, c'est dans Red Dead Redemption, même le premier, si tu regardes l'arrière-train des chevaux quand ils marchent, tu vois le muscle du fessier en fait qui se contracte lors du mouvement en fait. Et ça, je pense honnêtement que c'est pas de la modée, je pense que c'est juste de la texture animée qui creuse avec une zone un peu plus foncée pour montrer le creux, tu vois, du muscle. Je sais pas comment ils ont fait ça, si ça se passe uniquement en texture animée ou alors si c'est de la mèche justement, c'est-à-dire qui se déforme. Ouais. Parce qu'on peut créer de l'élasticité sur un modèle. C'est pas un problème. Maintenant, en plus, on a là, sur ZBrush, ils ont implémenté l'an dernier de la simulation de vêtements. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais c'est assez ouf quand même qu'on arrive à faire ça maintenant dans ZBrush, parce qu'avant, les modélisateurs utilisaient pour pouvoir vêtir leur modèle d'autres logiciels dans lesquels ils exportaient des outils ZBrush, tout ça. Et du coup, pour les miches du cheval dans Red Dead, je ne sais pas si c'est juste de la texture animée ou bien si carrément on a créé de l'élasticité, effectivement, au niveau de la mèche, en disant ça, il faut toujours que ce soit alors ce qu'on appelle creased, donc c'est-à-dire marqué. Marqué et du coup sujet à très peu de déformation. Et ça, au contraire, c'est très souple et je ne sais pas comment ça se passe. En termes de modélisation, après, je pense que tous les studios, en fonction des moteurs... Aussi, je pense qu'ils ont aussi leur petite manière de créer la réalité, enfin de recopier la réalité en tout cas. C'est ça. Mais c'est pour ça le jeu vidéo est sujet à plein de contraintes en termes de modélisation qui sont des choses qui ne se posent pas en sculpte évidemment, mais je pense, moi je suis en train de me refaire la Witcher 3 parce que j'adore ça, et ça m'énerve que l'armure de Geralt clip, c'est-à-dire passe au travers de matière, parce que cette partie-là, cette pièce-là de l'armure n'est pas le même objet que... parce qu'avant, dans les années 90, tout ça, une armure, c'était pas compliqué. C'est-à-dire qu'on avait un homme qui se déplaçait comme ça, il n'y avait pas de mouvement, et du coup, les objets, l'épaulette, étaient rattachées au plastron. Maintenant, c'est plus le cas, depuis longtemps quand même maintenant. Et le problème, c'est que quand l'épaule bouge, il faudrait définir que l'épaulette est solide, et pas juste et que quand elle rentre en S-déforme, quand elle rentre en contact avec le plastron S-déforme, sauf que c'est pas le cas et du coup on voit juste l'épaulette disparaître à l'intérieur du plastron et c'est drôle, mais en même temps ça fait suer un peu quoi. On sort du jeu. Quoi. Ouais, ça sort un petit peu du jeu et il y a plein de choses comme ça où c'est ultra drôle. Ça donne une collection de mèmes sur internet qui sont fous. Mais le travail de sculpte ça reste quand même la base, ce que je fais pour tout ce qui est animation, tout ça, machin. C'est juste qu'après, il y a du retravail sur ces choses-là. Qui, du coup, ne serait pas censé être ton travail. Il y a d'autres personnes qui passent... Parce que c'est ça aussi, dans le jeu vidéo, il y a beaucoup de personnes qui passent derrière toi, il y a des gens qui vont faire la texture, qui ne sont pas les mêmes personnes que les sculpteurs, c'est ça? Typiquement. Là, moi, dans le cadre de mon boulot, je suis sculpteur. Derrière ça, il y a des gens, comme je fais de la figurine, de la miniature, comme je faisais de la miniature, maintenant j'ai changé de boulot un peu, mais il y a des gens qui s'occupent de faire de l'ingénierie fine, c'est-à-dire rendre la pièce comme ça à une vue à devenir une figurine, rendre la pièce moulable, donc ils la découpent pour pouvoir préparer les plans de joint et tout ça pour pouvoir faire une figurine. Il y a des gens qui impriment, moi je travaille rien en 3D physique, c'est-à-dire que je travaille que sur mon ordinateur en démat. Je travaille de chez moi, j'envoie mes fichiers au client
Et puis lui, ensuite, il s'occupe de l'envoyer à quelqu'un qui va l'imprimer, quelqu'un qui va faire l'ingénierie fine dessus, donc le découper, préparer le plan de joint, créer le moule. Ensuite, il y a une autre personne qui va effectivement créer le moule à partir de l'objet qu'on lui a filé. Et ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui va s'occuper de produire les figurines. Et si jamais c'est le cas, genre là, maintenant, je travaille chez qui est un fabricant de jouets. Et on ne vend pas des jouets qui ne sont pas peints, contrairement aux figurines de jeux de plateau, où souvent ça a pour but, comme les Warhammer, d'être peint par la personne qui constitue son armée, tout ça. Mais là, c'est des pièces qui sont peintes, donc ça va encore chez un autre acteur de la production qui va lui définir quelle est la peinture qu'on va mettre sur telle création, et qui ensuite va demander des comptes au grand patron qui va lui dire est-ce que ça vous plaît, et puis si jamais c'est oui, et là par contre c'est envoyé à une chaîne de production qui eux vont recevoir un cahier des charges de voilà, il faut mettre une sous-couche de, puis une couche de, et puis à cet endroit-là, il faut... Et du coup, il y a une dizaine d'acteurs pour une figurine. Et voilà, c'est des process qui sont... tout est bien subdivisé en cases. Après, c'est possible de tout faire. Mais ouais, t'es expert en rien. Enfin, si ça se trouve aussi, t'es expert en quelque chose. Mais ouais, c'est quand même bien le partage de tâches. Moi, je suis une bille en colorisation, mais vraiment, hein, la couleur, c'est tendu pour moi. Quand mon patron me demande une colorisation sur une figurine pour se dire voilà, ce sera proche de ça, in fine, je lui fais quelque chose, mais c'est pas pro. C'est pas ton boulot, c'est pas mon domaine d'expertise. Moi, je suis sculpteur. Pareil, je ne sais pas faire de l'ingénierie. En plus, ZBrush ne le permet pas tant que ça. Donc, de l'ingénierie fine, tout ça, c'est des trucs qui sont hors de ma portée. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais un peu parler des projets sur lesquels tu as déjà travaillé? Qu'est-ce que tu as fait? Quel est le projet qui t'a le plus plu? Le personnage, la figurine, j'en sais rien, qui t'a le plus plu? Alors, j'ai travaillé, le premier truc sur lequel j'ai bossé, on rentre direct dans la cour des grands, puisque du coup j'ai travaillé avec mon frangin donc, sur Cool Minis or Not, pour la société Cool Minis or Not, qui est une société de développement de jeux de plateau. Je sais même pas si j'en ai à eux. J'ai aucun jeu à eux. Ouais. Et ils ont adapté, ils ont demandé à la société From Software s'ils pouvaient adapter le jeu Bloodborne. Juste qui est mon jeu préféré, hein, juste pour le répéter. À juste titre, les From Software sont des jeux merveilleux. Jouez aux jeux From Software. C'est dur, mais c'est pas grave. Faut aimer souffrir par contre. Mais... Ouais. Du die and retry. Comme la pratique de ZBrush. C'est pour ça qu'on est un peu maso, je pense. C'est peut-être ça aussi. On aime bien ça. Et donc, ils ont voulu adapter le jeu From Software Bloodborne en jeu de plateau. Et donc, ils ont fait appel à mon frangin qui, lui, connaissait 5 sculpteurs de ZBrush. Il avait son équipe. Et ils nous ont filé donc 70, 72, je crois, figurines à faire à partir des monstres du jeu. Enfin, des monstres du jeu. Et non, quoique même, il y avait déjà des modélisations. Il y avait déjà les modélisations mais in-game qui nous ont évidemment pas donné. Oui, ce que j'allais dire. Pourquoi est-ce que finalement ils peuvent pas réutiliser ces modélisations, justement les remettre en pose, refaire les figurines, enfin mettre les non, parce que du coup, pour le jeu vidéo, comme on a dit tout à l'heure, t'es obligé de réduire le nombre de polys, de faire de la retopologie. Et donc ils ont détruit, et donc autant repartir de zéro. C'est parce que du coup, ils ont des personnages dans Bloodborne, surtout ça se voit. Quand on a la cape d'un personnage qui flotte au vent, on voit les vecteurs de brisure de la cape, parce que oui, évidemment, c'est souple, mais sauf que c'est souple comme mon bras, c'est-à-dire qu'il y a un angle là, il y a un angle là, il y a un angle là, et du coup, la cape n'est pas fluide, alors que nous, dans une figurine, tu peux la faire aussi fluide qu'on veut. Donc on a été obligé de refaire à partir des images du jeu ou de certains artworks qui ont été divulgués par la société From Software. Donc des trucs un peu moches quand même, parce que en plus Bloodborne c'est une exclu PS4, si je dis pas de bêtises, ou PS3, non PS4. Non, PS4. Et où le jeu faut qu'il tourne, donc il y a de la base def, et donc il y a des visages, il y a des trucs, ça ressemble, c'est pas que ça ressemble à rien, mais c'est que c'est difficile. Je trouve pas que les modélisations de personnages dans Bloodborne soient si... elles sont très bien, hein, elles sont très correctes pour transcrire le monde, mais en termes de modélisation,
bah, c'est pas ouf, quoi. Et donc, nous, on a été obligés de reconstruire ça, de refaire des personnages. Et moi, j'ai travaillé sur pas loin d'une dizaine de figurines qui, elles, par contre, ont eu pour but d'être envoyées uniquement aux gens qui ont kickstarté, puisqu'il a été présenté, donc le jeu, il a été financé par Kickstarter, donc une plateforme de financement participatif. Et donc, les gens qui ont soutenu le projet et apporté de la thune, se sont vus offrir, oui, c'est mieux, des exclus Kickstarter, et donc moi toutes mes figurines, donc ça pouvait aller d'un coffre tout bête, un coffre à trésor, jusqu'à un des boss du jeu, c'est-à-dire la reine Yarnam, la reine, je me souviens de son nom, c'est Pthumerian Queen of Yarnam, je crois, ouais, ça doit être ça. Mais qui est donc la mariée qui est enceinte, qui est absolument atroce, mais qui a un jeu de voile qui est superbe. Et voilà, du coup, j'ai modélisé ces personnages-là et ces objets-là, ces items, pour le Kickstarter. Donc ça, c'est le plus gros projet que j'ai fait. À côté de ça, j'ai travaillé aussi, toujours pour Cool Minis or Not, sur le jeu de plateau Trudvang. Je ne crois pas qu'il soit sorti, encore. Idem pour Ankh, qui lui par contre est peut-être sorti, donc un jeu sur l'Égypte, où il y avait des figurines superbes, des trucs de... en plus, pour une fois, ils se sont permis de dépasser grave l'échelle pour faire les dieux égyptiens. Les figurines, je crois que les plus grandes font 12 cm, donc c'est du travail. Là, pour le coup, le deuxième niveau de détail qui est normalement juste pour l'éditeur, là, ça pouvait servir. Ouais. C'est-à-dire que là, c'est un niveau de détail qui est suffisant, ça se voit. Du coup, quand tu es sur ce type de figurine, j'imagine que ça prend beaucoup plus de temps. Plus la figurine est grande, plus tu vas prendre de temps pour la faire. Ouais, il y a beaucoup de temps. En fait, le travail de figurine avec une boîte qui est commanditaire prend beaucoup de temps. Pour le rendu, déjà, parce que les niveaux de détail est tel que il faut y passer du temps pour avoir un rendu correct. Mais en plus, il y a beaucoup de temps parce qu'il faut que ce soit envoyé au directeur artistique. Il faut envoyer des screens en permanence pour dire voilà où j'en suis, est-ce que ça te plaît? Non, j'aimerais bien que le bras soit plus haut, j'aimerais bien que l'arme soit différente. Ok. Et donc, c'est des temps un peu morts, on va dire, où tu fais autre chose du coup, parce que tu attends d'avoir une réponse. Si la personne en face n'est pas réactive, parce que la personne a autre chose à foutre, peut-être que de répondre dans l'immédiat. Je veux dire, elle travaille sur le développement d'un jeu, ou d'un autre, ou de plusieurs, en même temps. Et du coup, il faut avoir toujours un roulement dans tes activités, parce que sinon, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de temps mort, il y a beaucoup de... Non, j'attends. Donc voilà, parce qu'il y a des choses simples en modélisation. Moi qui travaille en ce moment chez... Les choses qui me demandent de modéliser, ça me prend une demi-journée, ou la journée, et je lui fais des screens, je lui envoie, et j'attends 3, 4, 5, 6 jours, 7 jours, parce qu'il a une vie, il a autre chose à faire, et il me répond, et s'il y a des modifications à faire, je les fais, quand moi j'ai le temps de regarder les modifications qu'il a envie que je fasse, et donc je les fais, une demi-journée peut-être, une journée complète même, et puis je lui renvoie des screens, et puis j'attends. Et puis entre le moment où la figurine a été, où il me l'a commandée, et le moment où moi j'ai fini ma part du travail, il peut s'écouler 3 jours, comme il peut s'écouler 3 mois. Et sur des figurines de plus en plus complexes, évidemment, le temps est multiplié. A few moments later. Du coup, ça serait le conseil que tu pourrais peut-être donner aux personnes qui potentiellement voudraient en faire leur métier, c'est... N'ayez pas peur. Ouais. N'ayez pas peur, faites. Perdez pas de... Vous dites pas... ne vous dites pas qu'il vous manque des choses. En fait, si vous avez un but, si vous vous dites, tiens, je vais faire, comme je disais, Yennefer de Wengerberg, avec une souris et un clavier, alors que c'est comme sculpté avec une brique, faites-le. Si vous n'attendez pas, voilà. Et puis ça sert à rien d'avoir le meilleur matériel du monde, parce que si vous avez un résultat qui est quand même suffisamment proche, il faut faire. Et si pour arriver à ce but-là, vous vous dites, ok, je suis pas très bon en anatomie, j'arrive pas à dégager à quelle hauteur vont être les pommettes, à quelle hauteur vont être les tempes, allez voir sur YouTube, allez voir, il y a tout en fait, tout est à disposition, il n'y a aucune raison de ne pas faire. Si vous voulez faire du jeu vidéo, vous avez Unreal Engine qui est gratuit, il
Il n'y a aucune Alors, raison. modé, même, il y a Blender. Il y a Blender qui est permet gratuit. de faire du sculpt aussi. Craquer des trucs. Moi, j'ai craqué ZBrush. Enfin, j'ai eu une version craquée de ZBrush jusqu'à ce que je puisse me payer la licence officielle, puisque la licence officielle est quand même chouette. C'est-à-dire que pour 800 balles, vous avez ZBrush qui est mis à jour, alors pas automatiquement, mais c'est-à-dire que je l'ai à vie. Je l'ai à vie pour 2 appareils. Et du coup, bah, j'ai toutes les nouvelles fonctionnalités chaque fois qu'elles sortent. Ouais, c'est un investissement, c'est 800 balles. Tout le monde ne les a pas à claquer. Moi, à l'époque, j'ai réussi à les avoir, du coup, grâce aux jeux de plateau. Mais il y a tellement de moyens d'obtenir des trucs gratuits qu'il ne faut pas se priver, en fait. Il ne faut pas se priver en se disant ouais, c'est peut-être pas. C'est compliqué. C'est pas parfait, la situation n'est pas parfaite, je suis pas encore parfait. Non, mais Ouais. non, on n'est jamais, en fait, on s'améliore constamment de toute façon. Même pour vous dire, là, depuis que je travaille chez pour l'instant, c'est un side job qui va devenir ensuite mon travail principal en septembre parce que j'ai accepté un contrat dans un autre boulot qui est de la manutention, tout ce qu'il y a de plus bête, en magasin. Mais parce que le magasin, j'aimais bien, donc j'ai dit ok, j'y vais, ça me fait plaisir. Mais en travaillant là-bas 35 heures, j'ai quand même réussi à produire en un mois 5 figurines pour... je peux pas vous divulguer de prix parce que j'ai pas encore fait mon devis, mais ça veut dire que ouais, j'ai mon travail plus j'ai ma fille et du coup ça a représenté en temps de travail par semaine peut-être par semaine une dizaine d'heures que je me suis alloué ou que j'ai réussi à trouver en tout cas. Donc par semaine, en un mois, j'ai réussi à faire 4-5 figurines qui sont presque finies là, il manque plus grand chose, des petits réglages. Ce qui m'a pris le plus de temps en fait sur ce mois, c'était le temps de communication. Mais faites, il y a le temps. Si vous avez la possibilité d'y passer plus de temps, bah ouais, si vous aimez ça, faites ça. Ouais, c'est donnez-vous le temps aussi d'une certaine manière, parce que là pour le coup, t'es papa d'un jeune bébé. T'as un autre boulot à côté, voilà, je sais que certains d'entre vous parfois, notamment mes élèves etc, ont tendance à dire qu'ils n'ont pas le temps. Bah, je pense que toi tu n'as pas le temps, tu vois. Moi j'ai peu de temps, ouais. C'est ça, si vous n'avez pas le temps, c'est que vous n'avez pas pris le temps, et ça veut dire que c'est pas juste une priorité pour vous, donc peut-être essayer de mettre ça comme étant une priorité, si c'est pas le cas, bon, bah, tant pis, mais en tout cas avoir peut-être cette conscience que en fait, bah, mettez votre projet en priorité en fait. Ouais. Bah, c'est-à-dire que si vous avez un projet clair, c'est quand même plus simple. Si vous tâtonnez, c'est ok aussi. C'est ok aussi, mais ouais, effectivement, vous avez peut-être plus de temps pour pouvoir appréhender le... Moi, j'avais comme projet, quand j'ai commencé, on m'a dit, il faut faire une figurine qui va être ultra normée, donc il faut que tu saches faire ça, 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 ça et ça. Et du coup, bah, il se trouve que ça me plaisait de répondre à ces normes-là. Donc je m'y suis mis à fond pendant 3 mois. J'ai fait que ça, mais je me suis formé tout seul dessus. Enfin, tout seul, grâce à YouTube, mais tout seul. Et j'ai fait que ça pendant 3 mois. À l'époque, j'avais pas d'enfant, heureusement. C'était cool. Mais en attendant, c'est faisable. Ouais. C'est faisable. J'aurais eu un boulot à l'époque, eh ben, j'aurais dédié le reste de la journée à ça. Il y a des choses qu'il faut faire, mais il y a des choses que je voulais faire. Et ça prenait le pas sur ce qu'il fallait faire, souvent. Mais il faut prendre des risques, il ne faut pas hésiter, il faut pas... Le monde nous apprend qu'il faut avoir fait tant d'années d'études, qu'il faut avoir... C'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai du tout, il faut faire pour faire derrière. Ouais. Voilà. Bah, je pense qu'on va finir sur cette belle phrase. Et surtout, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail ? Nulle part. Bientôt. Ah si, bah du coup le jeu Bloodborne est sorti, donc vous pouvez retrouver mon travail en achetant la boîte de jeu. Ah bah non, parce que c'est de l'exclu Kickstarter. Bah non, mais c'était de l'exclu. Si, on peut l'acheter, mais le problème c'est que mes figurines à moi du coup étaient en exclu Kickstarter, donc bah non, hein, pot de zob. Bon, en tout cas, tu vas faire un site internet. Mais je vais faire un site internet. Là, il faut que je fasse mes screens. À ce moment-là. Ouais. Mais t'as intérêt à il faut que je fasse mon site avec tous mes screens. Vous pourrez la garder en 4K. Et voilà, ce sera magnifique. On peut te souhaiter peut-être quelque chose pour la suite, du coup ? Ouais, que je sois moins feignant, parce que là, en septembre, quand mon contrat sera terminé avec le magasin dans lequel je bosse, idéalement, ce qu'il faudrait, ce serait que j'ai contacté d'ici là
la boîte pour laquelle je bossais avant, Cool Mini or Not, plus d'autres que je démarche à fond et que du coup j'ai réussi à mettre en place un roulement de travail que j'ai pas que comme source de revenus, même si il pourrait me suffire. C'est pas très bon de garder un seul client. Ouais, garder un seul client, c'est pas super, ouf. Donc voilà, donc ce qu'il faut me souhaiter, c'est de me sortir les doigts. D'accord. On te souhaite ça. Après, bon, t'as une fille quand même. Enfin, Ouais, c'est pas grave, je vais me sortir les doigts quand même. On te souhaite ça. Et puis, bah, écoutez, moi, je vous dis à la prochaine fois sur carnetdigital.com. Merci en tout cas Merci à toi. Kevin, d'avoir accepté cette invitation. Désolé d'avoir beaucoup parlé de Non. choses qui n'étaient pas hyper claires toujours et d'avoir dû revenir sur des points, mais j'espère que ça aurait été instructif et que vous viendrez nombreux sur la plateforme de Pixologique. C'est ZBrush, c'est cool. ZBrush, ouais. Donc écoutez-la, elle s'est dessinée. Oui. En vrai. Hein. Ouais, en vrai, ouais. Toi, tu sais sculpter. Ouais, c'est pas faux. Donc écoutez-moi aussi. Bon, bah, ciao, et puis à la prochaine interview du coup. Ciao.